Quelques mots donc en titre de description. Cloud, pourquoi Cloud? C'est effectivement un acronyme qui peut prêter à confusion dans le contexte qui est le nôtre. L'idée du gouvernement américain aussi, c'était de pouvoir en fait étendre tout ce qui concernait la conservation et l'enregistrement des données à toutes ces données qui étaient hébergées overseas, d'où le O du Cloud Overseas, Overseas Use of Data Act. Comme Tim vous l'a indiqué, cette réglementation en fait a été adoptée pour répondre à un besoin qui était celui du gouvernement américain, qui se trouvait confronté à un litige ayant effectivement opposé Microsoft, entreprise américaine, qui recherchait, qui se voyait donc sollicité par le gouvernement américain pour récupérer des données qui n'étaient pas nécessairement des données personnelles, qui étaient des données d'entreprise aussi, hébergées par Microsoft sur le territoire irlandais. Et dans le contexte régulatoire de l'époque, donc sans le Cloud Act, effectivement, le gouvernement américain a perdu devant la cour d'appel la Circuit Court of Appeal, parce qu'on lui a dit, écoutez, dans l'état actuel des choses, la réglementation américaine ne vous permet pas d'aller rechercher des données qui sont hébergées sur un territoire étranger, parce que le principe est un principe de territorialité. Ces données sont en Irlande, et c'est donc sur le droit irlandais, et donc le droit européen qu'il faut appliquer. Le litige a été porté jusque devant la Cour suprême, et cette Cour suprême n'a jamais dû finalement trancher ce litige pour la simple et bonne raison que le gouvernement américain a réagi en venant court-circuiter quelque part le débat judiciaire et en faisant adopter cette réglementation qui, une fois pour toutes, pose le principe et autorise le gouvernement américain, dans le cadre que je vais vous décrire, à aller collecter auprès des entreprises américaines et de leurs filiales, à supposer même qu'elles soient établies en dehors du territoire américain, des données qui sont hébergées en dehors du territoire américain. D'abord, l'idée, c'est de venir donner un support au pouvoir exécutif, c'est-à-dire aux forces de police, dans le cadre d'enquêtes criminelles. Donc, qui dit enquête criminelle dit donc enquête pénale, donc ce n'est pas uniquement le terrorisme, c'est beaucoup plus large que cela. Ça concerne, je vous l'ai dit, des données d'individus, mais aussi des données d'entreprises, et que ces entreprises soient bien entendu américaines ou non américaines. On parle donc ici des données cibles. Ces données, elles peuvent être requises par les autorités américaines à partir du moment où on estime, et c'est là qu'il y a une difficulté parce qu'il n'y a plus de contrôle judiciaire a priori sur la question de savoir si oui ou non l'ordre public, qui est le critère qui va autoriser le gouvernement américain et les autorités judiciaires américaines à solliciter ces données, est-ce qu'elles affectent l'ordre public ou non? En d'autres termes, si la vie privée est affectée à partir du moment où l'ordre public est concerné, ils sont en droit de solliciter les données qui sont hébergées. Et là où c'est aussi assez extensif, c'est que c'est effectivement les données qui sont hébergées en dehors des États-Unis, mais finalement, ils vont pouvoir s'adresser à toute entreprise américaine et à leurs filiales, non seulement qu'elles les hébergent, mais aussi si elles ont simplement un contrôle sur ces données, ce qui est donc plus large que la notion de simple hébergement, hébergement donc sur le territoire américain ou non. Et ce qui pose problème aussi, et là c'est évidemment en parfaite contradiction avec le GDPR, c'est que ces réquisitions du gouvernement américain se font bien entendu avec un certain effet de surprise, c'est-à-dire sans notification à l'individu ou à l'entreprise concernée, et même sans notification à l'État dont dépend l'individu ou l'entreprise concernée. C'est en fait une petite soupape de sécurité, puisque le Cloud Act dit je fixe un cadre général, et à titre d'exception, je vous autorise, vous, l'Europe, ou vous, les États membres, ou vous, les autres États non européens, à venir négocier avec moi, gouvernement américain, des accords dans lesquels on va définir, préciser le cadre de ces réquisitions, quelque part avec un esprit d'échange, mais où on va pouvoir retracer quelque part un cadre plus précis et peut-être, espérons-le, au jour d'aujourd'hui ces accords sont en négociation, il n'y a encore aucun accord qui a été signé, le cadre dans lequel on va pouvoir s'échanger ces données. Ces accords bilatéraux, en fait, ce n'est pas une nouveauté, il y en avait déjà avant et il y en a donc aujourd'hui. Avant, c'est ce qu'on appelait les Mutual Legal Assistance Treaty. La difficulté, c'est que ces accords, d'abord, devaient être ratifiés par le Sénat américain,
2, une fois qu'ils avaient été ratifiés, leur mise en œuvre nécessitait un contrôle du département de la justice américaine. Bref, ça ouvrait la porte à une procédure administrative extrêmement complexe que le gouvernement américain a voulu revoir dans le Cloud Act en ouvrant cette possibilité d'accords bilatéraux qu'on appelle désormais des Executive Agreements. Dans cette hypothèse-ci, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si ces accords respectent le cadre qu'ils s'autodéfinissent, il y aura une possibilité de communication directe entre les autorités américaines et les entreprises faisant l'objet de ces réquisitions. Il y a quand même une possibilité de contrôle judiciaire, c'est-à-dire que l'entreprise américaine ou sa filiale établie en Europe dispose d'un délai de 14 jours pour venir saisir l'autorité judiciaire américaine si elle estime que la réquisition viole les lois de l'État membre dont l'entreprise relève. Il y a donc une possibilité de contrôle judiciaire, je l'ai dit, a posteriori, ce qui veut donc dire aussi que vous, entreprise européenne, qui est en partenariat avec ces entreprises américaines, c'était aussi à vous, en première ligne, puisque, je vous l'ai dit, dans l'Executive Agreement, il y a des contrôles qui se font de manière directe entre les autorités américaines et les entreprises. Vous allez être les premières concernées et les premières à devoir vérifier que dans le cadre de vos accords avec ces sociétés d'hébergement, toutes les garanties RGPD sont prises et vous permettent à vous aussi, finalement, d'actionner tous les leviers qui vont permettre de susciter de ces entreprises américaines qu'elles fassent ce contrôle judiciaire dans le délai de 14 jours, si jamais ces autorités, si jamais ces entreprises, parce qu'elles décident de communiquer des informations aux autorités américaines, parce que vous êtes sous-traitant, viennent finalement engager votre responsabilité. Dans la littérature, beaucoup disent, de manière peut-être un peu simpliste, oui, nécessairement le RGPD et le Cloud Act sont en contradiction. Je dirais oui et non. Oui, parce que, effectivement, le Cloud Act, il n'y a pas de notification à l'individu, je vous l'ai dit, et à l'entreprise concernée lorsque ces réquisitions sont mises en œuvre. C'est quand même interpellant. 2, dans le Cloud Act, rien ne dit jamais quand, comment et pendant combien de temps ces réquisitions vont pouvoir utiliser les données qu'on va rechercher sur le territoire européen. Donc il n'y a aucune mesure, on ne sait pas si c'est adéquat, on ne sait pas si c'est pendant 6 mois, pendant 48 heures, ce qu'ils vont pouvoir en faire, aucune information. D'où l'utilité de nouveau de conclure des Executive Agreements. Mais il demeure que, et ça vous le savez aussi, je suppose qu'on vous l'a expliqué l'année passée dans le cadre du séminaire RGPD, le RGPD dit lui aussi que dans le cadre des transferts internationaux de données, il est possible de conclure des accords bilatéraux. Et c'est là que quelque part il y a un point de convergence entre le Cloud Act et le RGPD, c'est que tous les deux ouvrent la possibilité de conclure des Executive Agreements, et c'est là à mon avis qu'il faut sauter sur l'occasion pour venir essayer de défaire ce que dans son cadre général, le Cloud Act a essayé de mettre en place. En conclusion, au jour d'aujourd'hui, le débat est encore tout chaud, donc je ne peux que vous dire que l'impact du Cloud Act n'est évidemment pas encore mesuré. D'ailleurs, même l'impact du GDPR, même si on en entend beaucoup parler, ça reste encore une mesure qui est relativement récente. Est-ce qu'il y a des dérives potentielles? Il ne faut pas se voiler la face. Oui. Est-ce qu'il faut créer, comme beaucoup de politiques le font, au drame? Et je ne pense pas non plus, parce que ces accords bilatéraux, s'ils sont bien négociés, peuvent quand même offrir un certain nombre de garde-fous. Et indépendamment de ces garde-fous, il y a toujours l'alternative qui vous est offerte pour éviter ce genre de choses. C'est que désormais les hébergeurs, on s'adresse à des hébergeurs européens et pas à des hébergeurs américains, puisque ce qui enclenche le Cloud Act, c'est évidemment la qualité américaine, la nationalité américaine de l'entreprise qui héberge ces données, ou, je vous l'ai dit, qui les a sous sa garde, qui les possède, ou qui contrôle une autre entreprise qui hébergerait ces données.